La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. L'aventure du gaullisme est certainement une des aventures politiques les plus intéressantes du 20e siècle. C'est l'aventure d'un homme qui a été capable, seul, d'incarner la résistance, d'incarner la libération de son pays à certains égards. C'est l'aventure d'un homme qui, dans un 20e siècle partagé entre des blocs idéologiques concurrents, a incarné la croyance en la persévérance des nations, en la durée des nations. Et c'est un destin qui, ne l'oublions pas, a croisé le destin du Québec à travers une phrase célèbre encore aujourd'hui dans les mémoires, « Vive le Québec libre ». Mais le gaullisme n'est-il qu'une aventure du 20e siècle ou le gaullisme incarne-t-il encore aujourd'hui une espérance pour la France, une espérance pour le politique? Est-ce qu'il y a une actualité du gaullisme? Pour parler de cela aujourd'hui, je recevrai Christophe Tardieu, qui est inspecteur général des finances et haut fonctionnaire au ministère de la Culture en France et qui est aussi observateur de la vie politique française. Christophe Tardieu, bonjour. Bonjour. Alors, je me permets une première question toute simple. La mémoire du gaullisme aujourd'hui en France, que reste-t-il de la mémoire du gaullisme dans l'espace politique français, dans la vie politique française? S'agit-il d'un souvenir partagé par tous, mais vide, aseptisé, euphémisé, ou s'agit-il d'une référence encore fondatrice dans la vie politique française? C'est une question extrêmement complexe à laquelle il n'est pas évident de répondre simplement. D'abord, c'est pas une pirouette, je commencerai par dire que le général lui-même l'avait défini en disant que tout le monde a été et sera un jour gaulliste. Bien sûr. Et il est vrai que les hommes politiques en France aujourd'hui ont un peu cette tendance à toujours se rattacher ou se rapprocher du gaullisme. Après, il est évident qu'il y a un mouvement gaulliste qui a essayé de continuer et qu'aujourd'hui on peut trouver autour des républicains, même si je dois dire que le lien quand même devient aujourd'hui non pas de plus en plus lâche, mais enfin en tout cas de plus en plus ténu. Et les historiques, ceux qui ont connu le général, sont pour la plupart disparus. Et donc c'est pas évident d'arriver à faire un lien aussi clair et aussi direct. Mais il est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui une certaine tendance plus atlantiste qu'on retrouve aussi bien à droite qu'à gauche, et une autre tendance un peu plus qui vise à plus retrouver les positions du général, et ça on les retrouve notamment sur les courants qui sont un peu hostiles à la poursuite de l'intégration européenne, ou en tout cas au rythme et à la façon dont elle se fait aujourd'hui. Donc moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui le gaullisme finalement il est plus dans les cœurs que véritablement dans les partis politiques, et que on voit certains hommes politiques qui ont des réflexes gaullistes et d'autres qui ne l'osent absolument pas. C'est peut-être dû aussi à des sujets liés à l'enseignement de l'histoire en France, puisque finalement aujourd'hui De Gaulle appartient pleinement à l'histoire. Il a toujours appartenu, mais il appartient pleinement à l'histoire de France, parce que les jeunes générations ne l'ont pas connu, et il demeure une figure tutélaire du XXe siècle. Pour autant, quand on se penche un peu plus profondément sur ce qu'a fait De Gaulle quand il a été au pouvoir, on se rend compte à quel point, en tout cas c'est la thèse que je partage, à quel point l'actualité du gaullisme aujourd'hui elle est évidente. Si on cherchait à définir le gaullisme, disons, peut-être à la manière d'une attitude politique et d'une doctrine, est-ce possible? On entend souvent le gaullisme est un pragmatisme, le gaullisme est une certaine idée de la France, mais qu'on prend bien la peine de ne pas définir. Si on cherchait à donner un peu de chair autour de ce terme, comment pourrait-on définir le gaullisme? D'abord, le gaullisme, vous l'avez dit vous-même, est un pragmatisme, c'est évident. De Gaulle est un tenant de la théorie des circonstances. Tout dépend des circonstances. Et je crois que s'il a par exemple évoqué ici, à Montréal, un certain mot dont on vous avait parlé tout à l'heure, c'était naturellement la pleine application de la théorie des circonstances. Il a reçu un accueil inoubliable, il l'a qualifié lui-même de inouï, et à ce titre, il s'est senti obligé de répondre à cela par une phrase, la phrase très forte qu'il a prononcée. Après, il y a des points durs, je pense, dans la doctrine gaulliste. D'abord, la première, c'est évidemment l'indépendance nationale, et qu'on peut aujourd'hui mesurer à plusieurs zones. La première d'entre elles, c'est que De Gaulle s'est très fortement opposé à la politique des blocs. Oui, bien sûr. Le bloc latentiste et le bloc communiste. Et puis, De Gaulle s'est aussi manifesté, et aujourd'hui, c'est vraiment d'une actualité particulièrement brûlante. Il s'est aussi pas mal opposé à l'intégration européenne.
et au fait que l'Europe qui se développait était une Europe qui menait une politique contraire à celle qu'il souhaitait, c'est-à-dire d'une Europe des nations, et en ce sens, il s'y est beaucoup opposé, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui demeure particulièrement d'actualité. Je vais prendre un exemple. De Gaulle s'est opposé, et ça lui a valu des critiques absolument terribles. Il s'est toujours opposé à l'intégration de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. On voit bien qu'avec le Brexit, les circonstances ont donné raison générale quelques décennies plus tard. Et il y a beaucoup de dossiers sur lesquels les circonstances ont donné raison au général quelques décennies plus tard. Je prendrai un autre exemple. Le général n'a jamais réussi, ou il avait un mal fou, à dire l'Union soviétique. Ah oui, il appelait la Russie qui boira le communisme. Toujours la Russie. Parce que pour lui, qu'on monte ou qu'on descende, il y a un fait historique, il y a une culture, il y a une culture, en l'occurrence la culture russe qui était millénaire, et qu'il était persuadé que le communisme ne pouvait pas dissoudre cette culture. On rentrera pas dans les détails, mais c'est évident que de toute façon c'était impossible. Et là aussi, la chute du mur de Berlin a démontré qu'il avait complètement raison. Vous parlez d'une conviction présente chez le général de Gaulle, c'est-à-dire que les nations ne sont pas des réalités de surface, disons ça ainsi. Vous avez évoqué le fait d'ailleurs que au moment de la guerre froide, il cherche à se dérober à la logique des blocs en portant un discours qui serait celui des nations dans la guerre froide. Quand on pense au destin de la France d'aujourd'hui, dans son rapport, appelons ça, à cette volonté gaulliste de dérober la France à toute logique des blocs, est-ce qu'on peut dire que dans la politique française contemporaine, il y a encore cette aspiration à dégager la France de la logique des blocs, ou est-ce que le général de Gaulle a été le dernier à croire que la France pouvait être une grande puissance? Alors, comme homme politique, oui, probablement. Et ça, c'est bien triste. C'est bien malheureux. Et j'en suis le premier consterné. Après, je pense que le peuple français est beaucoup plus sage que les hommes politiques. Et lorsqu'il y a le rejet du traité sur la modification de l'Union européenne en 2005, et ce référendum qui est un échec flagrant, ce n'est rien de plus que finalement, alors après on peut dire plein de choses, qu'il y a des démagogies, mais il y en a eu de part et d'autre, qu'il y a eu des manipulations, mais il y en a eu de part et d'autre, mais néanmoins le peuple lui-même français ne s'est pas reconnu dans cette évolution de l'Europe et s'inquiète de cette évolution de l'Europe, parce qu'il voit bien que quelque part c'est la nation française qui est en train de se dissoudre petit à petit, et que ce peuple français, il ne supporte plus ces hommes politiques de droite comme de gauche qui disent « Ah mais oui, mais c'est pas de notre faute, c'est l'Europe, c'est Bruxelles, c'est la Commission ». C'est tellement facile de dire ça, bien sûr. Mais c'est aussi tellement vrai. C'est aussi tellement vrai, parce que à force d'abandonner des pans et des pans de la souveraineté nationale à une organisation supranationale comme l'Europe, eh bien naturellement, on abandonne des pouvoirs, on abandonne des compétences, et quand on revient devant le souverain, c'est-à-dire le peuple souverain, on se retrouve pieds et poings liés. Et là, le peuple français, je pense que en votant non à ce référendum, il s'est montré extraordinairement gaulliste. Oui, alors vous m'amenez sur un terrain qui me semble assez fascinant, c'est que j'entends souvent les hommes politiques français se réclamer d'une manière ou de l'autre de la mémoire du général. On pourrait dire c'est une mémoire consensuelle, mais manifestement, du moins c'est l'hypothèse que je fais, lorsqu'on dit le mot la mémoire du général de Gaulle, c'est une manière de se raccrocher à l'histoire de France lorsque la France était grande, d'une certaine manière, lorsqu'elle se croyait grande et se croyait appelée à éclairer le monde, pour reprendre cette formule. Est-ce que, de ce point de vue, la mémoire du général est plus active et vivante dans la population française que dans la classe politique, même si inversement la classe politique ne cesse de parler de lui? Je le crois fermement. Je le crois fermement parce que l'une des caractéristiques de la classe politique aujourd'hui, malheureusement, c'est le manque de courage. Et c'est la difficulté à prendre des décisions. Alors il est vrai que les circonstances sont difficiles. Les Français sont un peuple compliqué à diriger et à gouverner. Il a quand même coupé la tête d'un de ses rois. Même si nos amis anglais en ont coupé bien plus. Mais en tout cas, les Français, c'est un peuple qui se révolte facilement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos gouvernants ont du mal à prendre des décisions fortes, et il y a des lobbies, il y a la dictature du politiquement correct, il y a beaucoup de choses qui se produisent de cette manière. Et je crois, oui, en effet, faire très très
profondément que le peuple a des réflexes gaullistes. Mais pourquoi? Parce que le gaullisme est un pragmatique. De Gaulle est un homme pragmatique. Et donc, c'est un homme qui est plein de bon sens quand il dit ça ne sert à, on ne fait pas avancer l'Europe quand on crie l'Europe en s'agitant sur sa chaise, mais tout le monde le comprend. Quand il dit Dante, Goethe, Chateaubriand étaient européens parce qu'ils étaient d'abord français, italiens et allemands, mais tout le monde le comprend. Moi, ce qui me fascine dans la parole de Gaulle, c'est que et je le vois pour le tester avec mes enfants ou avec des jeunes, mais De Gaulle est un homme politique qui se comprend facilement. Aujourd'hui, quand on écoute un homme politique, c'est un verbiage, c'est un vocabulaire de communicant parfaitement appris, parfaitement huilé, mais qui ne dit rien et qui est complètement obscur et absconce. Et De Gaulle, la force de De Gaulle, c'est que ses convictions, son assise intellectuelle faisait que quand il parlait, les gens le comprenaient. Et les gens le comprenaient parce que quand il parlait, c'est qu'il avait d'abord un peu pensé à ce qu'il allait dire. Et d'une part, ça c'est Perfit qui a cette phrase magnifique. Il dit De Gaulle ne disait rien qui n'ait été préalablement écrit et il n'écrivait rien qui n'ait été préalablement pensé. Oui, bien sûr. Donc tout ça fait que je crois en effet profondément que dans la population française est beaucoup plus gaulliste que ses hommes politiques. Vous dites De Gaulle se comprend aisément. De Gaulle est une figure qui, je dirais, qu'il y a aussi chez lui une maîtrise du langage, de la métaphore exceptionnelle. D'ailleurs, c'est un écrivain qui est rentré à la Pléiade aussi, il faut pas l'oublier. Il y a une singularité, me semble-t-il, chez De Gaulle, c'est que c'est ce type d'homme politique qui connecte la politique à la littérature et à l'histoire. Et à l'histoire. Et à la littérature par la maîtrise de la langue, la capacité d'évoquer les sentiments profonds par le discours, et l'histoire, c'est-à-dire l'inscription dans des réalités durables et ainsi de suite. Comment expliquer ce rapport intime de Gaulle à l'histoire? Quand on l'entend, il se veut l'héritier d'une France qui date de bien avant la Révolution, même si elle n'avorte pas avec la Révolution. Comment expliquer ce rapport si intime à l'histoire? Est-ce que c'était l'écho d'une époque simplement, ou ça témoigne d'une psychologie bien particulière? C'est difficile de répondre à cela. Il y a plusieurs éléments, plusieurs faisceaux d'indices. Bon, le premier d'abord, c'est que c'est le fils d'un professeur d'histoire. Oui, bien sûr. Bon, et quand ça aide un peu. Et le fils d'un professeur d'histoire, royaliste de surcroît, royaliste et, chose assez étrange à l'époque, royaliste et Dreyfusard. Oui, bien sûr. Ce qui est quand même bon. Ensuite, je pense que De Gaulle a parfaitement compris que la France, comme toutes les autres grandes nations, est issue d'une histoire, est issue de l'histoire du peuple. Et que quand il dit les Russes, c'est parce qu'il sait très bien que de toute façon, le communisme se dissolvera dans l'âme russe. Quand il évoque, quand il vient ici en 67, il a beaucoup d'objectifs, mais l'un de ses objectifs, c'est quoi? C'est de réparer la lâcheté des rois de France. C'est de réparer la lâcheté de Louis XIV au traité d'Utrecht en 1713. Oui, il vient payer une dette. Il vient payer la dette, et c'est ce que lui dira d'ailleurs un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay à qui il posait la question disant qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait, et ce haut fonctionnaire lui dira mon général, vous avez payé la dette de Louis XV. Mais c'est exceptionnel, une phrase comme ça témoigne de sentiment de responsabilité devant l'histoire. Il n'est pas responsable que devant ses électeurs, mais devant une longue histoire, et ainsi de suite. C'est une psychologie qui est assez incompréhensible pour les modernes que nous sommes. Et ce qui fait une grande différence avec les hommes politiques actuels. Vous dites, il arrive ici avec la volonté de payer la dette des rois de France. Je reviendrai dans la deuxième partie de l'émission plus particulièrement sur la question du Québec, mais je vous relance néanmoins un instant. Lorsqu'il est de passage ici, De Gaulle nous parle devant l'hôtel de ville à l'hôtel de ville de Montréal, il parle de la libération. Donc, c'est un grand moment de l'histoire du gaullisme. Si on cherchait à identifier les grands moments fondateurs de la mythologie gaulliste, c'est les moments qui alimentent d'une certaine manière l'imaginaire gaulliste. Spontanément, on peut penser au 18 juin 40. Bien sûr. On peut penser aussi à 58, c'est-à-dire lorsqu'il reprend le pouvoir et peut-être évite à la France la guerre civile. Quels sont les grands moments de la mythologie gaulliste et que représente-t-il? Quand on se tourne vers ces moments-là, de quoi témoigne-t-il dans la pensée politique du général? Je pense que, bien évidemment, le discours du 18 juin 40 est un discours totalement fondateur. Totalement fondateur parce que c'est ce discours-là qui est, dans un pays qui est totalement anéanti par cette défaite écrasante, terrifiante, humiliante, c'est un mythe extraordinairement fondateur. Je pense que... Diriez-vous que c'est un des grands discours de l'histoire de France? Oui, évidemment.
évidemment. De même que 4 ans plus tard, le discours qu'il prononce à l'hôtel de ville de Paris, avec sa célèbre formule « Paris brisé, Paris outragé, Paris martyrisé », mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées, etc. Mais c'est libéré par lui-même. Et ça, c'était essentiel. Et c'est l'une des choses qui me fascine chez De Gaulle, cette capacité, dans son expression orale, dans ses discours fondateurs, de ce qu'est l'histoire de France, cette capacité qu'il avait à quand même tirer un peu l'histoire de France vers là où il voulait la tirer. En 44, bien évidemment, personne ne peut croire sérieusement que Paris s'est libéré tout seul et que la France s'est libérée toute seule. Les Américains ne sont pas très loin. Les Américains ne sont pas très loin, les Anglais ne sont pas très loin, les Canadiens ne sont pas très loin. Bon. Mais en même temps, pour De Gaulle, c'était indispensable de démontrer que, à cette époque, que la France ne pouvait pas accepter d'être administrée par cette espèce de gouvernement provisoire que les Américains, l'AMGOT que les Américains voulaient installer. Il avait absolument besoin de tirer un peu à lui l'histoire pour justement mieux asseoir ses buts politiques, de faire en sorte que la France devienne indépendante. Et donc, derrière cela, bon, il y a bien évidemment le retour au pouvoir en 58, et avec la phrase célèbre « Mais pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur ?» Voilà. La guerre d'Algérie, De Gaulle évite la guerre civile à la France. Et là encore, on arrive toujours à lier les grands moments à des grands discours. Le discours sur le carteron de généraux en retraite est quand même un moment extrêmement fort. Et puis après, je crois qu'il y a un discours fondamental de Gaulle, c'est celui de 66 à Phnom Penh. Où il marque sa dissidence avec l'impérialisme américain. Où il marque sa dissidence. Et surtout, il annonce devant le monde stupéfait. Il dit aux Américains, il n'y a aucune chance qu'une armée si puissante soit-elle, venue de l'autre côté du Pacifique, puisse gagner ici. Il annonce en 66 que les Américains vont perdre la guerre du Vietnam et seront obligés de repartir. Et en même temps, il dit à Sihanouk, et ça je pense que ça va vous parler, à vous et à d'autres, il dit à Sihanouk, vous avez réussi à protéger le Cambodge parce que vous voulez rester maître chez vous. Bien sûr. Maître chez vous, je pense que c'est une phrase... La formule parle à l'histoire du Québec. La formule parle à l'histoire du Québec. Et quand il vient un an plus tard ici, c'est exactement la même chose. Il vient lutter contre l'impérialisme américain et il dit mais il y a un fait français ici. C'est un fait français. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas, il est pas venu en disant mais voilà, la France arrive, elle reprend possession et puis voilà, vous allez repasser sous administration française. Elle dit pas, c'est pas du tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit c'est qu'il y a un fait français au Québec. Les gens ici ils parlent français. Ils ont une histoire. Cette histoire est une histoire longue, douloureuse, qui a demandé des efforts inouï de la part de chacun, et vous pouvez quand même pas accepter de vous dissoudre dans un espèce de gloubi-boulga mort américain parlant anglais. C'est pas possible. Alors, allons-y dès maintenant. D'où lui vient cette sensibilité pour le Québec? C'est-à-dire, c'était absolument émouvant quand on est québécois. Le chanoine Groulx a déjà dit, dans d'autres circonstances, il n'y a rien qui émeut autant un Canadien français que de lui faire la preuve de sa propre existence. Ouais. Le général de Gaulle arrive et fait entrer à sa manière l'histoire du Québec dans l'histoire universelle. On pourrait dire qu'il y était déjà, évidemment, mais la figure du général, ça oblige la planète entière à comprendre qu'il y a ici une telle chose qu'une question québécoise. D'où lui vient cette sensibilité pour le Québec? De plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est que De Gaulle est un homme totalement pétri d'histoire de France. Donc, comment un homme pétri d'histoire de France pouvait se désintéresser du sort du Québec et de l'histoire du Québec, de l'histoire de ces paysans venus du Perche, venus des Charentes, qui sont venus peupler ce territoire au milieu de difficultés extraordinaires. Le climat, les Iroquois, les Anglais. Bon, donc De Gaulle ne pouvait qu'être ému de voir ça, et surtout, je pense que De Gaulle a été encore plus touché, et peu d'hommes politiques connaissent cette période de l'histoire, sur ce qui s'est passé entre 1763 et son arrivée au pouvoir. Et donc cette flamme de la résistance, cette volonté des Canadiens français de maintenir leur histoire, leur culture, leur tradition, leur religion, et ça naturellement, ça ne pouvait qu'émouvoir De Gaulle. Mais sans parler forcément des Québécois, on peut aussi parler des Acadiens. Oui, bien sûr. Quand on sait ce que les Acadiens ont subi
quand on sait la grande déportation, le génocide perpétré contre les Acadiens par les Anglais, quand on sait qu'ils ont quand même réussi après ce terrible moment à revenir et à revenir sur ce territoire et à continuer à parler français et à continuer à maintenir leur culture. Donc De Gaulle, il ne pouvait qu'être ému en venant ici. Il ne pouvait qu'être ému en constatant que, alors que la France, les Français avaient totalement abandonné le Québec et les Canadiens français, eh bien cette flamme française, francophone, elle se poursuivait. Donc, bien évidemment, il ne pouvait être que bouleversé par ça. En même temps, et même si je ne crois pas que De Gaulle était cynique, en même temps, en venant ici, De Gaulle avait aussi des buts politiques. Lesquels ? Le but politique de dire, en Amérique du Nord, aux États-Unis, de dire, mais vous n'êtes pas tout seul. L'impérialisme américain a des limites. Et cet impérialisme américain, à une époque, on est là donc en 67, à une époque où quand même l'Union soviétique commence à se fissurer en interne. Il y a eu déjà la séparation avec la Chine. N'oublions pas que De Gaulle est le premier homme d'État occidental à reconnaître la Chine. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on se dit, bah oui, bien sûr, c'est évident. Bah non, ça l'était pas à l'époque. Et il a pris des volées de bois vert de la part de la presse de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez, de la part des Américains et autres. Il est le premier à reconnaître la Chine, mais là aussi, c'est du pragmatisme. Quand on voit la taille de cet État, quand on voit sa population, quand on voit son histoire, on peut pas dire elle n'existe pas et on reconnaît une île forcément très intéressante et magnifique qui est Taïwan, mais qui néanmoins ne peut pas représenter la Chine et tout ce pays. Donc, pour revenir à la situation ici, je pense que De Gaulle était forcément ému, mais en même temps, il s'est dit, il y a un fait français, un fait francophone ici au Québec, et je veux l'affirmer à la face du monde pour bien faire comprendre aux Américains qu'ils ne peuvent pas tout dominer, tout écraser, tout uniformiser. Il y a quelque chose là-dedans qui est presque contre-intuitif pour les Québécois qui se croient quelquefois un peu comme une province à l'abri de l'histoire, c'est-à-dire là où il ne se passe rien. Donc le Québec, du point de vue du général, était presque un enjeu géopolitique, on pourrait dire. C'est-à-dire c'était un lieu de tension possible entre la France et l'Amérique et les États-Unis dans la définition du monde occidental. C'est la manière pour le général finalement de dire la France est aussi présente en Amérique à travers son héritière. Absolument. Et d'une certaine façon, c'est la manifestation d'un mot fondamental dans le vocabulaire gaulien, qui est le mot de résistance. Oui, bien sûr. De résistance. Alors, il y a des résistances à l'envahisseur qui sont plus ou moins fortes, qui sont plus ou moins douces. Là, en l'occurrence, c'est pas un envahisseur militaire, mais c'est un envahisseur culturel. C'est un envahisseur économique. C'est un envahisseur qui promène, qui trimballe des valeurs qui ne sont pas forcément celles que nous partageons tous. Et c'est cette résistance, c'est cette volonté de Gaulle de marquer la résistance à ces valeurs impérialistes qui fait que naturellement pour lui le Québec était un endroit extraordinaire. On dit souvent que le discours général n'a pas été immédiatement compris en France, qu'il a été perçu. On a dit c'est une folie, différents termes sont utilisés, et j'ai l'impression que plus les années passent et plus on en reconnaît la justesse. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a une évolution dans la compréhension du Vive le Québec libre du général de Gaulle? Non, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Je crois que si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que Vive le Québec libre, il se prend une volée de bois vert de tout le monde, mais y compris de ses propres ministres. La moitié de ses ministres pensent qu'il est devenu fou. Pompidou qui pourtant poursuivra, une fois président de la République, la politique de Gaulle de coopération renforcée avec le Québec. Pompidou, quand De Gaulle parle du Québec, évoquait une folie gratuite. Oui. Et lorsque De Gaulle a dit « Vive le Québec libre », il a eu un seul commentaire, il a dit « On va se faire engueuler ». Bon. La presse de droite comme de gauche, alors naturellement, la presse de droite traditionnaliste, notamment Le Figaro et autres, mais c'est une presse qui déteste la grandeur. C'est une presse qui a peur de ce rôle messianique de la France. Et puis c'est une presse qui, à l'époque, on est quand même 5 ans après l'indépendance de l'Algérie, est restée, notamment la presse à droite française, est restée très Algérie française. Ah oui, 5 ans plus tard, il y a encore une espèce d'aversion au nom de l'Algérie française à l'endroit du général. Il y a une aversion, et aversion qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains partis extrémistes en France, y compris naturellement le Front National, dont certains de ses leaders se disent gaullistes, alors qu'il faut jamais oublier quand même qu'au sein du Front National, on y a trouvé pendant très longtemps des gens qui avaient fomenté des attentats contre le général. Oui, bien sûr. Donc,
Et puis la presse de gauche, je pense que la presse de gauche tout simplement elle a pas compris. Elle a pas compris et elle a pas compris la portée du discours de De Gaulle. Le Monde a tiré là aussi à boulet rouge. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, les gens se sont dit mais pourquoi va-t-il dire ça ? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire du Québec et parce que à l'époque, critiquer l'impérialisme américain était quelque chose pour lequel le seul soutien que vous pourriez espérer, c'est celui du Parti communiste. Oui, et ce qui est très drôle de voir, c'est que dans Vive le Québec libre, le seul journal qui approuve le général, mais alors, en prenant des précautions d'usage oratoire extrêmement fines, c'est l'Humanité. Ah oui. Et l'Humanité dit qu'on ne compte pas sur nous pour critiquer ce qu'a dit De Gaulle au Québec et la lutte qu'il mène contre l'impérialisme américain. Seigneur, c'est quand même passionnant. Et alors là, donc, et comment les Français vont-ils finir par accepter la légitimité du Vive le Québec libre? Je crois que d'abord la beauté de la formule, souvent chez De Gaulle, et c'est en ça que De Gaulle est un grand homme de l'histoire de France, c'est que De Gaulle a toujours réussi à trouver des formules extraordinaires qui restent dans l'imaginaire collectif. À l'instar de soldats, songez que du haut de ces pyramides 40 siècles vous contemple, à l'instar de la poule au pot, à l'instar de l'État c'est moi. Voilà. L'histoire de France est faite de grandes formules qu'on connaît tous par cœur, que tous les Français connaissent par cœur, et Vive le Québec libre en fait partie. Et je pense que si vous voulez, et moi je vois bien aujourd'hui ce que les gens disent du Canada et notamment du Québec, on commence à comprendre en France qu'il est pour nous extraordinairement réconfortant, rassurant, émouvant de voir que de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, on a des cousins à nous qui parlent français et qui font beaucoup d'efforts pour faire en sorte qu'on continue de parler français ici, qui font beaucoup d'efforts pour que la culture française au Québec se maintienne. Et c'est là où je crois que cette formule maintenant est totalement acceptée et aimée par la population française. Il suffit de voir d'ailleurs le nombre de Français qui viennent ici, il suffit de voir le nombre de Français qui viennent travailler, qui veulent travailler ici. Pour nous, c'est un réconfort extraordinaire. Alors, Christophe Tardieu, nous passerons à la pause pour quelques instants et nous revenons pour poursuivre cette passionnante conversation, ce passionnant échange sur l'héritage du général de Gaulle et l'actualité du gaullisme. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées avec Mathieu Bock-Côté. Je reçois aujourd'hui Christophe Tardieu pour une discussion sur ce qu'on pourrait appeler l'héritage du général de Gaulle ou l'actualité du gaullisme en fait. Nous avons parlé jusqu'à présent des grands moments de la mythologie gaulliste. On a eu l'occasion de parler aussi de la pensée politique du général de Gaulle et bien évidemment de son aventure québécoise, de ce moment si particulier où l'histoire du Québec entre dans l'histoire universelle à travers une déclaration immense. Christophe Tardieu, j'aimerais vous relancer sur la question plus vaste du rapport du général de Gaulle aux nations. Le 20e siècle est normalement considéré comme le siècle des idéologies. Les hommes se font tuer pour des ismes. Et le général de Gaulle semblait très sceptique devant les idéologies. Je devine qu'il ne disait pas qu'elles n'existent pas, mais il semble croire qu'il y a des réalités plus profondes, plus durables. Il va vouloir lui-même, à sa manière, incarner la troisième voie des nations pendant la guerre froide et ainsi de suite. Ça s'explique sans aucun doute par un attachement à l'histoire, une compréhension fine du langage de l'histoire, mais néanmoins, comment expliquer cette perspicacité assez incroyable dans un siècle où les impérialismes rivaux sont idéologiques? Voilà un homme qui se veut le fidèle de l'ancien monde, mais l'ancien monde qui dure toujours et qui demeure le nôtre. Alors, c'est un fidèle de l'ancien monde, mais en même temps, c'est un monde extraordinairement moderne. Oui, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la notion de nation est une notion extraordinairement moderne, parce que derrière la nation, il y a cette volonté à vivre ensemble, à vouloir être gouvernés ensemble, et c'est une volonté qui est issue de quoi? Qui est issue d'histoire. Vous l'avez dit vous-même très bien. La relation que De Gaulle a avec l'histoire est justement ce qui génère cette politique dans laquelle De Gaulle considère que la nation, sans être au-dessus de tout, mais c'est quand même le principe fondateur et le principe fondamental. Dans un monde justement qui était ravagé au XXe siècle par les idéologies,
et qui était aussi ravagé par la supranationalité, par l'ONU. Je rappelle, tout le monde le sait, que De Gaulle appelait l'ONU le machin. Le machin. Quelle formule. Bon, ce qui est une formule extraordinaire, par une société qui est aussi la supranationalité, mais c'est aussi l'Europe. De Gaulle n'était pas anti-européen. De Gaulle simplement considérait qu'on ne pouvait pas faire l'Europe aussi rapidement qu'on le voulait bien, et que si l'on faisait cette Europe, il fallait que ce soit une Europe des nations. C'est-à-dire une Europe dans laquelle des peuples, avec leur histoire, avec leur culture, avec leur pratique politique, décidaient volontairement et spontanément de travailler ensemble. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une Europe totalement technocratique, on a une Europe punitive, oui, bien sûr. alors qu'il y a aussi une Europe intelligente qui existe. Il y a une Europe qui est prête à soutenir des projets d'intérêt commun pour plusieurs États, pour plusieurs nations. Mais cette volonté supranationale, cette idéologie dans laquelle on dit passons de côté 20 siècles, voire plus, d'histoire et créons ce nouveau citoyen européen qui n'a ni queue ni tête et qui n'existe pas ailleurs que dans des rêves, eh bien naturellement, De Gaulle ne pouvait que s'opposer à ça parce qu'il voyait bien que tout ça était promis de toute façon à l'échec. De Gaulle s'oppose aux lubies européistes, disons ça ainsi. Je note qu'aujourd'hui, dans les débats politiques français, on nous dit souvent, paradoxalement, que De Gaulle aurait embrassé l'Europe, qu'on joue finalement la mémoire du gaullisme contre ce qui était probablement les convictions du général. Et c'est une chose qui me fascine quand on s'intéresse au général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est comme on pourrait appeler l'aseptisation de sa pensée. On ne retient de sa pensée que, je sais pas moi, la démocratie, ce qui était là, les droits de l'homme, tout ce qu'on voudra, la République, mais ce qui est spécifique au gaullisme, une conviction, une conception historique des nations, une conception de l'Europe comme civilisation plutôt que comme machin technocratique, appelons ça comme ça. Comment se fait-il que lorsqu'il se tourne vers le gaullisme aujourd'hui, plusieurs le vident de sa substance tout en conservant la référence? De Gaulle, je reviens là-dessus un instant, quand on fait l'histoire de la résistance au nazisme, De Gaulle n'est pas exactement il n'y a pas la psychologie de 68 heures en culotte courte précoce. Il fait référence à une certaine idée de la France éternelle, la France qui, il y a presque une dimension spirituelle dans son rapport à la France. Comment expliquer le fait qu'on a retenu du gaullisme finalement qu'une forme de modernisme asséché et qu'on ait évacuer complètement cette conviction cette croyance dans la profondeur des nations, la part sacrée presque du politique et des nations aussi? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, il y a dans le monde politique, que ce soit d'ailleurs de droite comme de gauche, il y a les ravages du politiquement correct. Oui. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas une chose qui m'avait toujours beaucoup frappé, c'est que il avait été dit à un moment à Jacques Chirac: si jamais tu t'opposes au traité de Maastricht, tu ne seras jamais président de la République parce que les Français veulent l'Europe. Je ne sais plus, si je sais, mais je ne le citerai pas, qui avait dit cette phrase, mais elle était complètement absurde. Elle était complètement absurde parce que d'abord, je crois que quand on a des convictions, eh bien on est beaucoup plus facilement cru et apprécié par la population et par le peuple que de vouloir enfiler le prêt-à-penser idéologique. Mais surtout derrière cela, les Français sont des gens pragmatiques. Les Français voient bien ce qui se passe aujourd'hui et la vie qui est la leur. Et aujourd'hui, c'est vrai que vouloir toujours se raccrocher, comme certains hommes politiques, au gaullisme en disant, en évoquant les mannes du général, c'est un exercice, moi, qui m'apparaît extrêmement dangereux. D'abord parce que, regardons dans les faits. En 58, qui pouvait penser que De Gaulle allait faire l'indépendance de l'Algérie? Enfin, en 56, qui aurait pu croire que le général De Gaulle reviendrait au pouvoir. Bon. Il a beaucoup été glosé autour du retour de la France dans l'OTAN. Mais, récent. Est-ce que De Gaulle, finalement, au bout d'un moment, ne serait pas dit, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, il est peut-être plus logique et plus cohérent de rentrer dans l'OTAN? C'est très dangereux de faire parler De Gaulle aujourd'hui. C'est très dangereux parce que De Gaulle les convictions de Gaulle, c'était des convictions issues de l'histoire, des convictions très fortes autour de la notion de nation, autour de la notion d'histoire et autour de la notion d'empreinte. Après, c'est du pragmatisme. Et puis surtout, c'est une observation clinique absolument géniale de la situation du monde. Donc on pourrait dire que s'il y a un héritage intellectuel du gaullisme, il doit davantage se trouver dans un rapport au monde fondé sur l'histoire que sur une doctrine avec un programme bien précis? Évidemment. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que justement, je crois que la France est orpheline de De Gaulle.
et qu'elle attend, non pas un nouveau De Gaulle, parce qu'il n'y aura pas de nouveau De Gaulle, mais elle attend surtout, je crois, de la part des hommes politiques qui souhaitent se faire élire, ce rapport à l'histoire. Est-ce qu'il y a eu en France depuis la mort du général de Gaulle, ce qu'on pourrait appeler des héritiers convaincants, ou à tout le moins des hommes qui se revendiquaient légitimement de son héritage, au-delà de tous ceux qui disent le nom de Gaulle, croyant se hisser ainsi à la hauteur de l'histoire? Je pense peut-être à un Philippe Séguin, peut-être un Jean-Pierre Chevènement, certainement pas des hommes qui sont comme le général, mais qui semble hériter d'un certain rapport au monde. Est-ce qu'on peut dire que ces deux figures font partie des héritiers, donc un à gauche, un à droite, à droite et gauche, dans la mesure où ces mots-là veulent dire quelque chose? Est-ce qu'ils étaient d'une manière ou de l'autre des héritiers de la perspective gaullienne? Oui, évidemment. Et moi, je suis très frappé de voir chez Jean-Pierre Chevènement, qui quand même commence sa carrière au CRS, le CRS qui était quand même un groupuscule un peu à la gauche du PS de l'époque. Un groupuscule marxiste dans le Parti socialiste. Et plutôt marxisant, et qui, en évoluant, parce que c'est un homme intelligent, a compris à quel point De Gaulle est une figure extrêmement importante. Donc sur l'échiquier politique, les deux que vous citez, Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement, sont ceux qui viennent spontanément à l'idée. Il y a une autre figure, alors qui n'est pas un homme politique, qui est un intellectuel, mais dont le gaullisme aujourd'hui est d'une évidence absolue, c'est Régis Debray. Ah oui, absolument. Et Régis Debray, il parle le langage de l'histoire de la même manière que lui, c'est assez fascinant. C'est fascinant. Bon, alors certes, il doit un peu la vie à De Gaulle. Oui. Qu'il a sorti des geôles boliviennes où sa passion pour le gauchisme et Che Guevara l'avait conduit de façon un peu curieuse. Mais néanmoins, aujourd'hui, dans cette notion, en fait, vous savez, l'indépendance de la France et l'existence des nations, c'est ça le viatique. Dont on a hérité de la part de Gaulle. Et aujourd'hui, il suffit de voir quels sont les hommes politiques qui justement poussent cette indépendance des nations et poussent cette relation très spéciale à l'histoire de France. Et je constate aujourd'hui, moi j'ai du mal à en trouver. C'est une chose très importante que vous dites ici, c'est-à-dire il y a une espèce de noyau, je ne dirais pas doctrinal, mais un noyau existentiel du gaullisme, qui est l'indépendance des nations et la reconnaissance de l'existence des nations. Il y a, me semble-t-il, quand je regarde la France avec passion et distance, et la distance de l'Atlantique à la passion du cœur, je regarde la France et je sens que certains Français portent la France comme un fardeau. Et de ce point de vue, la mémoire du général comme une mémoire qui empêcherait la France d'être pleinement dans leur esprit moderne, américaine, mondialisée, européanisée. Comme si la mémoire du général de Gaulle, pour certains, et ce qu'il représentait, était un obstacle sur la voie d'une France qui, pour être pleinement moderne, devrait se délivré de son particularisme excessif. Est-ce qu'il y a dans la constellation des anti-gaullismes, appelons ça comme ça, au-delà de celui que vous avez évoqué tantôt, celui d'Algérie française, au-delà d'un anti-gaullisme, il y en avait de plusieurs natures, est-ce qu'il y a aussi ceux pour qui le général de Gaulle représente la dernière trace d'une ancienne France qui continue de bloquer l'émergence d'une France américaine ou d'une France mondialisée? Et d'une France multiculturelle. Ah oui, bien sûr. Et ça on le voit tous les jours aujourd'hui. Parce que finalement, mais vous savez, l'indépendance et la grandeur, c'est quand même compliqué. Ah oui, mais ça va pas de soi. Ça va pas de soi. C'est pas spontané. C'est pas quelque chose avec lequel on peut dire, bah oui, bien sûr, la grandeur, faisons-la. Et moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que justement, à travers ce délitement de la nation française telle qu'elle existe, à travers tout ce qui peut se dire autour du multiculturalisme, sujet que vous connaissez fort bien par ailleurs et sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a dans ces anti-gaullismes cette idée de dire, bah oui, bien sûr, un monde uniformisé, un monde où tout le monde parlerait anglais, où tout le monde mangerait chez McDonald's, où tout le monde irait voir des blockbusters américains, ce serait formidable, puisque finalement c'est cette espèce de monde global dans lequel tout le monde est un peu gris et tout le monde fait un peu toujours la même chose. C'est précisément ce que De Gaulle ne voulait pas. Et pourquoi il ne voulait pas ça? Parce qu'il savait que c'est de toute façon ce multiculturalisme, il est promis à l'échec. Il est promis à l'échec parce que il fait fi de 20 siècles d'histoire de France, mais aussi d'histoire de l'Angleterre, mais aussi d'histoire de l'Allemagne, mais aussi d'histoire de l'Italie, et d'histoires plus récentes comme celle des États-Unis. Et c'est évident que derrière ça, on voit bien que l'antigaullisme aujourd'hui, il consiste à dire, être français aujourd'hui, c'est ringard. Oui, mais justement, c'est-à-dire, j'ai l'impression
parce que c'est assez fascinant de voir les souvenirs chez ceux pour qui le général demeure une forme de, à la rigueur, c'est un papy agréable à enfermer dans l'histoire, dans une galerie de portraits qui ne devrait plus rien nous dire. Et derrière cela, j'ai l'impression qu'il y a cette tentation qui habite la France, mais pas seulement la France probablement, c'est cette idée que De Gaulle représente une résistance à une certaine idée de la modernité, une certaine idée de la dissolution des nations, et de ce point de vue, c'est le souvenir encombrant dont on devrait se délivrer. Giscard avait cette formule, la France devait accepter d'être une puissance moyenne à sa manière. On dirait, mais peut-être est-ce que je me trompe, que la France contemporaine autant a un rapport intime avec le souvenir du général de Gaulle, autant une partie de cette France aimerait d'une certaine manière en finir avec le souvenir et je dirais l'exigence liée à son souvenir, c'est-à-dire assumer le destin singulier de la civilisation française. Bien sûr, ce serait tellement plus confortable. Oui. D'oublier cela. Et c'est vrai qu'en effet, il y a cette tendance aujourd'hui très naturelle et spontanée de beaucoup d'hommes politiques de dire mais après tout nous sommes une puissance moyenne. Accessoirement, il y a quelques années, l'Angleterre est passée devant nous, ce qui quand même quelque part est toujours un tout petit peu pour un Français, est toujours un tout petit peu gênant, voire choquant. Mais peu importe. Malraux, une autre figure de l'univers gaullisme, disait la France est elle-même que quand elle porte une part de l'espérance du monde. Et je crois que cette phrase est profondément juste. Ça veut pas dire que la France c'est une puissance arrogante, ça veut pas dire que la France est là pour imposer ses valeurs aux autres. Ça veut dire que la France est une exigence particulière. Cette exigence particulière parce que il y a d'abord l'histoire de notre pays, mais beaucoup d'autres pays ont des histoires tout aussi exceptionnelles et tout aussi formidables, mais il y a eu aussi ce moment, et la Révolution française, dans lequel toutes ces valeurs universalistes ont été émises et ont été proposé et prononcé. Et c'est là où De Gaulle est extrêmement intéressant, c'est que De Gaulle, vous ne l'entendez quasiment jamais sur la Révolution française. Il parle de Napoléon à un moment, il aime pas Napoléon, et il dit Napoléon, il a rendu la France plus petite qu'elle ne l'était. Au moment où il l'a prise, elle était plus grande qu'au moment où il l'a rendue. Bon. Et il aime pas Napoléon pour ça, même s'il reconnaît par ailleurs l'extraordinaire administrateur que fut Napoléon. Mais De Gaulle est, d'une certaine façon, pétri des valeurs de la Révolution française, parce que la Révolution française, c'est aussi ces hommes qui sont venus dire à la face du monde, la liberté c'est quelque chose, l'égalité et la fraternité aussi. Il y a des grands principes, les principes de libre disposition, le principe des peuples de pouvoir librement disposer d'eux-mêmes, et toutes ces valeurs universelles, mais qui sont des valeurs non contradictoires avec la notion de nation, mais bien des valeurs au contraire qui sont là pour permettre aux nations de continuer d'exister. Vous dites quelque chose d'essentiel quand vous évoquez la question du rapport de De Gaulle à la Révolution. Lorsque j'écoute avec attention les débats politiques français, j'entends des gens parler toujours de la République. On nous parle de liberté, égalité, fraternité, démocratie, droits de l'homme et tout ça, des valeurs tout à fait honorables, certes, mais qui ne distinguent pas la France de la Nouvelle-Zélande ou la Nouvelle-Zélande de la Suède ou la Suède de l'Amérique. Mais ce qui est particulier chez De Gaulle, c'est que donc c'est un républicain très certainement sincère, sans être peut-être passionné, je n'en sais rien, mais à ce que j'en comprends, pour certains, on pourrait dire pour une certaine gauche, l'histoire de France commence vraiment avec la Révolution. Alors que pour De Gaulle, vous me corrigerez si je me trompe, mais la Révolution est un moment de l'histoire de France. Oui. La France ne commence pas avec la Révolution. Elle ne s'achève pas non plus avec la Révolution, contrairement à ce que croient les contre-révolutionnaires. Donc, De Gaulle fait cette synthèse tout à fait singulière qui va contre les idéologies contrastées. Donc, avant 89, c'était mieux. Après 89, c'était mieux. Il dit, la Révolution est un moment de l'histoire de France, la République est un grand régime dans l'histoire de France, mais ni la Révolution ni la République n'épuisent la réalité de la France. Est-ce une description exacte? Et si oui, qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui dans les débats sur l'identité française? C'est sûr. Alors, d'abord, oui, bien évidemment, c'est une description parfaitement exacte de la situation. Enfin, en tout cas, telle que je la ressens, le plus modestement possible. Mais c'est évidemment une description exacte. De Gaulle assimile et accepte et adopte pleinement les valeurs de la Révolution française. Pas dans ses excès, mais les valeurs de la Révolution française portées en 89 et en 90. Et je pense que De Gaulle était quelqu'un qui a dû être extrêmement heureux de la victoire de Valmy et pour qui Valmy est une grande victoire. Avec Vive la Nation. Avec Vive la Nation. Et pourquoi De Gaulle devait aimer Valmy? Pour aussi une autre raison, c'est que non seulement c'est la nation rassemblée, mais c'est surtout quoi? C'est la nation française tout entière qui, au milieu de difficultés inouïes, vient s'opposer à l'ennemi
qui essayent d'envahir le pays. De Gaulle n'est pas anti-royaliste ou il n'est pas royaliste. De Gaulle est un pragmatique. Pour lui, la République en France, c'est un fait. Donc il faut l'accepter. Il a eu des conversations avec le comte de Paris. Il a un moment caressé l'idée. Il s'est dit, mais après tout, une monarchie constitutionnelle, c'est pas si absurde que ça. On a des pays très démocratiques qui sont des monarchies. On peut penser à la Grande-Bretagne, on peut penser à la Suède, on peut penser au Danemark. On peut penser à l'Espagne. Bon. Et De Gaulle était intéressé par l'idée de royalisme parce que le royalisme, c'est aussi la présence d'une figure tutélaire qui incarne la nation. Oui, mais qui transcende les divisions des partis. Et qui transcende les divisions des partis. Et ce que De Gaulle voulait lui-même être, d'une certaine manière. Oui. Et il s'est bien rendu compte qu'après, il aurait du mal. Alors, l'autre point, et c'est là où le fait que De Gaulle soit pétri d'histoire de France, c'est que, en fin de compte, De Gaulle a récupéré, si je puis dire, l'héritage de toute notre histoire de France, et qui aujourd'hui parle infiniment à la France. Regardons ce qu'est le gallicanisme de Philippe le Bel. Et regardons à travers la volonté qu'a eu Philippe le Bel de faire en sorte que la religion dominante de l'époque, la religion catholique, puisse s'intégrer dans une organisation administrative et politique. C'est aujourd'hui une leçon exceptionnelle que nous avons dans les débats infinis et qui ne cessent jamais sur le rapport de l'État avec les religions en France. Bien sûr. De Gaulle a une vision, appelons ça pour lui un être historique de la France qui transcende les régimes successifs dans lesquels il s'incarne. J'essaie de voir aujourd'hui, non pas quelle doctrine on peut tirer du gaullisme, vous l'avez suggéré, on peut peut-être en tirer néanmoins, sinon quelques enseignements, à tout le moins quelques réflexions. La politique contemporaine est divisée. Elle s'écrit sous le signe de la mondialisation. Elle se soumet à la loi du multiculturalisme. Et pourtant, cela témoigne dans les marges de cela, on sent naître un malheur, un cri de détresse qui peut aboutir à faire porter les partis populistes, non pas aux marges du pouvoir, mais à tout le moins peut leur donner une certaine vitalité politique. La question que je me pose, c'est de quelle manière le gaullisme peut-il non pas simplement jouer sur le mode d'un contraste, c'est-à-dire Dieu que la France était grande sous De Gaulle et aujourd'hui elle est tout petite avec les nains qui la gouvernent, mais de quelle manière le gaullisme peut-il informer une réflexion contemporaine sur, je dirais, l'état de la France, la nature de la France, l'être de la France? Est-ce que le gaullisme peut encore, d'une certaine manière, alimenter la réflexion politique sur le destin de la France? Oui, évidemment. Évidemment, et on le voit bien, et à tous les niveaux. On le voit bien dans les relations internationales, on le voit bien dans l'évolution de l'Europe. Moi, ce qui me frappe le plus, et ce que j'appelle de mes vœux, c'est pas tellement d'avoir un prochain président de la République qui dit je suis gaulliste. C'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'esprit du général, l'esprit de résistance, l'esprit s'inspirant de l'histoire de notre pays, la volonté de maintenir la nation. Je souhaiterais que cet esprit puisse infuser dans l'ensemble de la population. Moi, ce que je crois fermement, c'est que le peuple, le populo, comme disait De Gaulle, avec cette expression gouailleuse, mais qui était une expression affectueuse, le populo est gaulliste. Le populo, vous savez, dès que il y a moyen de critiquer l'Europe, dès qu'il y a moyen de critiquer les États-Unis, je ne parle naturellement pas des élections qui viennent d'avoir lieu, mais dès qu'il y a ce réflexe un peu nationaliste, mais un nationalisme intelligent, pas un nationalisme étroit, on voit que les Français suivent, les hommes politiques un peu moins. Et moi, ce que j'espère, c'est que les élites, ça aussi, c'est dans le vocabulaire gaullien quelque chose de très important. Les élites, c'est-à-dire ceux qui doivent conduire la politique du pays et de la nation, que ces élites acquièrent, ou en tout cas se rappellent, se remémorent toutes ces valeurs gaullistes, ces idéaux gaullistes, et fassent en sorte que, en effet, ils puissent infuser davantage dans la pratique politique actuelle. Vous avez dit à quelques reprises que si le peuple français est spontanément, intimement gaulliste, ses élites le sont un peu moins. Et je cherche toujours à comprendre la raison de ce rapport trouble, c'est-à-dire, pardonnez-moi d'y revenir, mais que faudrait-il, pardonnez cette question, je vous transforme d'un coup en conseiller ou en devin, que faudrait-il pour que la classe politique française, et j'oserais dire ailleurs en Occident, parce que le génie du gaullisme ne s'épuise pas dans la France, que faudrait-il pour qu'ils comprennent ces leçons, ces enseignements, ces réflexions tirées du gaullisme? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils sortent de cette espèce de modernisme étroit, de centre technocratique, europhile, mondialophile et ainsi de suite? Que manque-t-il pour que soudainement les enseignements du général puissent porter à nouveau une crise, quoi? C'est ce que je crains.
C'est ma grande inquiétude. On va bien voir ce qui va sortir des récentes élections aux États-Unis, qui néanmoins sont un motif inquiétant, mais non étonnant. Étonnant, parce que là aussi, cette contestation des élites, c'est quelque chose à laquelle De Gaulle aussi a été confronté, quelque chose qui pose évidemment un problème. Mais il a toujours eu l'impression de gouverner contre les élites à certains égards. Bien évidemment, il appelait ça il appelait pas ça les notables, il appelait ça les notoires. Les notoires, voilà. Et il s'en est toujours méfié. Et il s'en est toujours méfié de ce prêt-à-penser idéologique qui est toujours là pour dire l'Europe c'est moderne. Mais pourquoi l'Europe c'est moderne ? Expliquez-moi pourquoi l'Europe c'est moderne. Bon, ça fait partie. Oui, bien sûr, il y a des choses intéressantes à faire dans l'Europe, mais partir du postulat que l'Europe c'est moderne, partir du postulat que le multiculturalisme c'est formidable, partir du postulat que être dans le sillage ou dans l'ombre des États-Unis c'est formidable. Ça fait partie de ce prêt-à-penser idéologique aujourd'hui qui devient de plus en plus insupportable. Je crains malheureusement qu'il ne faille une crise en France ou ailleurs, dans d'autres pays, pour qu'on commence à se rendre compte que d'abord la nation c'est quelque chose d'important, que l'indépendance est quelque chose d'important, que la résistance est une valeur fondamentale et que le pragmatisme est quelque chose qui doit nous inspirer. Il y a un échange entre Raymond Aron, il nous reste à peine quelques minutes, un échange entre Raymond Aron et le général de Gaulle où Aron dit devant le général « La France ne fait pas de révolution mais fait une réforme de temps en temps ». Et de Gaulle lui répond « En fait, la France fait une révolution de temps en temps et en profite pour faire quelques réformes ». Quelles seraient, dans l'esprit gaulliste, quelques-unes de ces réformes indispensables au redressement du vieux pays qui est cher au cœur de bien des Québécois? Je pense d'abord qu'il faut complètement refonder l'Europe et le modèle européen, qui aujourd'hui est dans une impasse totale, qui est symbolisé par la présence à la tête de la Commission européenne d'un ancien Premier ministre d'un sous-département français, qui de surcroît a eu une attitude quand il était Premier ministre de ce pays un peu étrange d'accueil des multinationales américaines et autres. Et donc là le modèle de l'Europe aujourd'hui, il va totalement dans le mur. Aujourd'hui, l'Europe est devenue une Europe punitive et bien évidemment avec un droit européen qui maintenant domine le droit français, qui interdit au droit français, qui interdit dans certains domaines aux députés français de pouvoir aller au-delà d'une norme européenne. Donc bien évidemment, il faut refonder l'Europe. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Et puis après, moi, je ne me lasse pas de considérer que plus on enseignera et plus on apprendra l'histoire de France, mieux la situation sera. Je milite notamment. C'est une réforme très symbolique qui ne coûte pas un centime, mais à laquelle je suis extrêmement attaché. Moi, je considère que l'épreuve à l'école d'entrée à l'école nationale, au concours de l'école nationale d'administration, qui est supposé être le concours le plus prestigieux en France, je pense que l'épreuve principale ne devrait être ni du droit ni de l'économie, mais l'histoire de France. Alors, il nous reste 2 minutes à peine, avec cet appel à l'histoire de France comme mode de formation des élites. Réflexion toute simple à la fin. Qu'apporte la méditation sur l'histoire de France à un homme politique qui veut, d'une manière ou de l'autre, peser sur le destin de son pays? Quelle est la valeur spécifique? Le général l'a incarné, mais aujourd'hui, dans une société qui pratique une forme d'inculture historique massive, que nous donnerait en plus l'histoire de France? Et l'histoire de France, pour la France en tout cas, elle nous apprend comment on gouverne un pays, elle nous apprend les particularismes. La France, c'est pas un bloc, mais l'histoire de France, elle nous apprend par exemple que les Bretons ont été français pas tout de suite et qu'ils ont une histoire préalable qui a été extrêmement intéressante. Elle nous permet de comprendre pourquoi nos amis corses sont parfois un tout petit peu chahuteurs ou un tout petit peu dissipés. Elle nous apprend à comprendre la spécificité du Pays Basque. Elle nous apprend à comprendre pourquoi notre pays est un pays extraordinairement divers, mais extraordinairement attaché à sa culture. Et la nation, c'est justement ce qui vient non pas annihiler ou non pas interdire ou non pas empêcher ces particularismes régionaux, mais au contraire, elle vient les sublimer, elle vient les agrandir. On est à la fois fier d'être basque, on est fier d'être breton, on est fier d'être charentais, on est fier d'être provençal, mais on est aussi fier d'être français. Et fier des Français parce qu'on sait qu'on a aussi des valeurs qui réunissent toutes ces provinces, qui réunissent tous ces peuples divers et qui font que on se sent français et qu'on a envie d'être français ensemble. Et c'est ça la définition de la nation, avoir envie d'être français ensemble. Alors sur ces très belles paroles, Christophe Tardieu, c'est un plaisir immense, infini de vous avoir aujourd'hui à La Vie des Idées. Chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des Idées. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Un plaisir.